Jeudi 9 novembre 2023, chers téléspectateurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous avec nous dans cette nouvelle édition. C'était une affluence monstre là où est passé le candidat Anjradouine, que ce soit à Ndap, Intala ou Vohemar, pour la journée d'hier dans le cadre de la campagne électorale dans la partie nord de Madagascar. Les stades où ont eu lieu la rencontre ont été pleins à craquer de monde et ces citoyens qui n'attendent plus que le jour de l'élection pour voter pour le candidat numéro 3. Et pour aujourd'hui, il est passé à un Parafaravoul et un Batunjazak. Mais nous allons suivre dans l'édition de demain les détails concernant le voyage du candidat numéro 3, Anjradouine, dans ces localités. Poursuivons toujours l'information dans ce page politique. La Commission électorale nationale indépendante est prête pour le jour du vote de la semaine prochaine et elle a également confirmé qu'elle est impartiale et respectera le choix du peuple. Les méthodes de travail de la CENI jouissent de la confiance des pays étrangers partenaires de Madagascar. La preuve en est le don de matériel pour la CENI aujourd'hui. C'est Sylvain et c'est Tchandjiana, nous en disent plus. La CENI amènera bien la lourde mission qui lui a été confiée, incluant les missions de planification et de supervision, le transport des imprimés et des consommables vers les collectivités territoriales décentralisées, la collecte et la transmission des résultats des bureaux de vote. La CENI qui se dit prête pour affronter le jour du scrutin et d'assurer toutes les tâches qui lui sont confiées pour assurer une élection paisible. De plus, la communauté internationale apporte toujours son soutien et fait confiance à la CENI pour mener à bien cette élection. Preuve en est la remise de ces 148 motos et 10 véhicules tout-terrain émanant du gouvernement japonais. Ces motos seront utilisées par les démembrements de la CENI au niveau des 23 régions et 119 districts de Madagascar. Les véhicules aussi permettront au personnel de la CENI d'effectuer les missions de préparation, de mise en œuvre et de suivi des élections présidentielles, législatives, communales dans la Grande Île. Par ailleurs, la CENI a confirmé qu'elle est impartiale et respectera toujours le choix du peuple. Le Conseil des ministres a approuvé la présentation d'un plan d'affaires pour le redressement de Madagascar Airlines. Cette dernière, à travers une convention dénommée ACMI, a dû louer des avions pour pouvoir effectuer les différents vols pour répondre aux besoins des clients. Cependant, ces locations ont causé de grosses pertes pour l'entreprise de transport en raison de leurs coûts élevés et du prix du carburant. C'est la raison pour laquelle l'ACMI a dû être interrompue. Reportage. Étant donné que la société Madagascar Airlines ne dispose pas d'avion, elle est dans l'obligation d'en louer pour pouvoir effectuer les différents vols pour répondre aux besoins des clients. Pour les vols intérieurs, 3 avions sont actuellement en service et il est constaté que cette flotte ne satisfait pas la demande locale. Concernant les extérieurs, notamment vers l'Europe, la compagnie loue un avion et loue également les équipages, les frais d'assurance et toute la maintenance. Ce contrat de location, dénommé ACMI, coûte très cher. Le prix du carburant s'y ajoute également, de sorte qu'il a causé de grosses pertes à l'entreprise de transport. Madagascar Airlines a dû donc prendre la décision de mettre fin à cet accord. En conséquence, les vols internationaux sont suspendus jusqu'à ce que la trésorerie de la société de transport les permette. Face à cela, des mesures spéciales ont déjà été prises pour accorder une attention particulière aux clients qui ont déjà effectué une réservation ou qui ont déjà acheté des billets. En conclusion, la mise en œuvre de ce plan d'affaires se fera progressivement et la première étape est la décision selon laquelle la compagnie se concentrera davantage sur la promotion des vols intérieurs. Ainsi, on s'attend à ce qu'elle augmente le nombre d'avions qui seront utilisés en avril 2024. L'amélioration des services internes est censée permettre à l'entreprise de passer à l'étape suivante, celle du retour à la mise en œuvre des vols internationaux. À noter qu'il existe des partenaires et bailleurs de fonds internationaux prêts à aider à la mise en œuvre de ce business plan de Madagascar Airlines.
Ensuite, les districts d'Ambouïjatchim et d'Ankasbé sont convaincus et prêts à voter pour le candidat numéro 3 selon la campagne menée par la plateforme IFI ce mercredi. Le candidat a déployé d'énormes efforts pour le développement du pays lorsqu'il était encore à la tête du pays et c'est ce qui a convaincu ses habitants à voter pour le candidat Anjradouel, a déclaré le président de la plateforme IFI, aussi sénateur de Madagascar, Richard Ramanambitan. De plus, les nombreuses infrastructures qu'il a construites et la capacité à contrôler les crises traversées par le pays ne peuvent être ignorées. Les citoyens souhaitent toujours la poursuite des travaux de développement entamés et sont convaincus que les projets en cours doivent être achevés. Sylvain nous en dit plus. Un grand carnaval qui a parcouru de nombreux Foukontagnes, communes et traversé de districts de la région Analamang, notamment Ambouïjatchim et Ankasbé, a été organisé par la plateforme IFI pour poursuivre la campagne du candidat numéro 3 ce mercredi. Nombreux sont les travaux de développement qui ont été achevés et en cours de réalisation au cours de ces dernières années où le président Anjradouel était à la tête du pays. Et pour le deuxième mandat, une attention particulière sera apportée aux plus nécessiteux dans le but d'améliorer le social et d'élever le niveau de vie de la population, selon les explications. Au vu de la manière dont le président Anjradouel gouverne le pays, il tient toujours ses promesses, selon ses habitants d'Ankasbé et d'Ambouïjatchim. Ainsi, ils sont convaincus de voter pour le candidat numéro 3 lors de l'élection. Le pouvoir appartient au peuple et personne ne peut l'usurper, a déclaré le président de la plateforme IFI. Il a déjà été constaté et prouvé au cours de ces derniers temps que la majorité de la population n'est plus intéressée par les perturbations, mais exige la tenue de l'élection, selon toujours les explications. La plateforme IFI appelle donc les citoyens à voter. Richard Ramanambitan a également souligné que les dialogues ou médiations qui visent à établir un gouvernement de coalition ne sont plus nécessaires. Toujours dans ce même contexte, les partisans du candidat numéro 3, Anjradouel, dans la commune d'Andouaran-Foot, n'attendent plus que le jour du 16 novembre. Ils ont affirmé ce jour être tous prêts à voter pour ce candidat. C'est lors d'un meeting qui s'est tenu au quartier général du candidat Anjradouel dans cette municipalité. Le maire d'Andouaran-Foot a exhorté les citoyens à se rendre aux urnes et à voter pour le candidat numéro 3, Anjradouel, à cette occasion. Khatroman Zatouf sur les images de Anzar, Arville. Les partisans du candidat numéro 3, Anjradouel, dans la commune d'Andouaran-Foot, ont tous déjà récupéré leur carte électorale au sein des bureaux de Foukontagnes. Ils n'attendent plus que le jour du scrutin, le 16 novembre, pour exprimer leur choix pour voter à nouveau pour le candidat Anjradouel, et c'est notamment leur seul choix, selon leur déclaration aujourd'hui. 7 jours avant la date du scrutin, la sensibilisation de la population faite par le maire d'Andouaran-Foot, Rakotor Manana Ensu, se poursuit toujours. Ainsi, aujourd'hui, un meeting au sein du quartier général de cette municipalité s'est tenu dans le but d'exhorter la population à se rendre aux urnes le 16 novembre et à voter pour le candidat numéro 3, Anjradouel. Seul le peuple peut décider à qui il veut donner le pouvoir, affirment les associations qui soutiennent le candidat numéro 3, Anjradouel. Actuellement, Madagascar n'a pas de président de la République et il faut procéder à l'élection à la date définie par la Haute Cour constitutionnelle. Ont-elles soutenu? Il n'est pas possible de penser à diviser la population. Ces associations condamnent le comportement des collectifs des candidats, ont-elles le martelé. Dans un tout autre sujet, 6 opérateurs miniers ont reçu leur agrément leur autorisant à exporter de l'or. Afin de faciliter l'exportation, un guichet unique d'exportation est ouvert depuis ce jour au MBC-VET où se trouvent tous les départements qui s'occupent de l'exportation de l'or et des pierres précieuses. Ruth Christelle Rakout-Malel, sous les images de Hassan Rafan Sanaj. L'exportation de l'or reprend après sa suspension en 2020. 6 opérateurs miniers ont reçu leur agrément pour cette exportation. Selon le ministre des Mines et des Ressources stratégiques, Rakout Malala Erjen Olivier, ces opérateurs ont signé un cahier de charges et se sont engagés à rapatrier les devises issues de leur exportation.
Il n'y a pas de quota pour chaque opérateur, a-t-il poursuivi. Le processus a été simplifié et tous les services impliqués dans l'exportation seront regroupés au sein du MBCVAT, y compris ceux du ministère des Mines, du ministère de l'Économie et des Finances et les forces de l'ordre. Un laboratoire minier s'y trouve également pour vérifier l'or et délivrer le certificat de conformité. Selon la décision du Conseil des ministres hier, les droits et taxes spéciaux sur les produits miniers seront de 5%. Il n'y aura donc plus de droits d'exportation et d'assises sur l'exportation des ressources minérales sur ces 5%. 2% seront pour les collectivités territoriales décentralisées et les 3% pour la caisse de l'État. La réouverture des exportations d'or est une mesure visant à accroître la contribution du secteur minier aux recettes du trésor public et à augmenter le produit intérieur brut. En tourisme, le nombre de touristes visitant le parc national d'Issal a augmenté de plus de 68% par rapport à l'année dernière, selon les chiffres émanant du ministère au mois d'octobre. Reportage de Fanjessena Mireille. 26 818, tel est le nombre de touristes ayant visité Issal en 10 mois. Cela a augmenté de 68,70% par rapport à l'année dernière, si c'était de 18 424 en 12 mois, selon le chiffre émanant du ministère du Tourisme. Toujours d'après cette statistique, 17 907 des touristes sont des non-résidents, si seulement 8 911 sont des résidents. Les opérateurs espèrent encore un développement du tourisme dans la région du Rumbé. Selon eux, la dégradation de la route nationale 7 fait partie des raisons pour lesquelles les touristes ne viennent pas dans la région d'Irumbé. Le ministre du Tourisme, Joël Rangiamanjant, les a rassurés que l'État commencera la réhabilitation de ces routes. Lors de sa descente dans le sud, le ministre a également présenté la plateforme d'autorecensement pour les différencier des opérateurs informels. Concernant les actualités sportives, Dominique Rakuten-Jassen, plus connu sous son surnom de Golbey, est décédé aujourd'hui à l'âge de 53 ans. Il était un ancien gardien de but de l'équipe nationale malagasy. Golbey était également connu pour avoir joué au sein des Scorpions de Madagascar et au sein du club M. Il avait commencé à jouer au foot à l'âge de 19 ans, c'est-à-dire en 1989, et s'était arrêté en 2015. Dominique Rakuten-Jassen avait également joué au sein de la BTM Tolanar, de la BTM FC Antananarive, du FTM Antananarive, du Stade olympique de l'Émir Antananarive et du FC2A Antananarive. Golbey était une star du football malagasy. La grande famille de Viva présente ses condoléances à la famille du disparu. Passons à présent aux actualités internationales. Plusieurs habitants continuent d'avoir les pieds dans l'eau jeudi, dans le Pas-de-Calais, à nouveau traversé par des pluies diluviennes et qui est passé en vigilance rouge au cru pour la deuxième fois en une semaine, avec une montée des eaux historiques mardi. Reportage sur les images de France 24. Un jour sans fin. Pour la troisième fois en une semaine, la liane inonde cette route à Saint-Étienne-au-Mont. Troisième fois que cet habitant fuit précipitamment sa maison. On commence à avoir l'habitude, mais on prend un maximum. On a pris un petit four et tout ce qu'il faut pour pouvoir se laver et manger. On en a marre. On est épuisé, on en a marre. C'est une catastrophe. Vite, avec un tracteur, des agents municipaux débarrassent la rue des déchets et meubles jetés après les crues précédentes. Là, c'est en train de monter plus vite que prévu en fait. Donc du coup, on fait au plus vite. C'est quoi votre état d'esprit là ? Catastrophique. Dans la commune voisine de Saint-Léonard, l'eau n'est pas encore arrivée. Mais les habitants le savent, ce n'est qu'une question d'heure. Alors ici, certains se calfeutrent encore une fois, mais sans grand espoir. Chaque fois, on essaye d'améliorer les choses. On fait des planches plus hautes, on met des rails, on met de la bouse. Mais j'y crois pas, parce qu'à chaque fois, on se dit ça va marcher et ça marche pas. À l'intérieur, tout est comme figé, dans l'attente d'une nouvelle vague inévitable. On est désarmés, désappointés. On commence à nettoyer, puis 2 jours après, ça recommence. Un peu de lassitude, puis on ne sait plus quoi faire, en fait. Chez les voisins d'en face, il faut surélever l'électroménager, plus haut encore qu'il y a 2 jours. Déjà hier, on a eu plus de 20 cm là ici. Le 25, on a eu. Donc là, ils annoncent encore plus. Donc il faut rayer aussi, autrement on va tout perdre.
Dehors, dans le quartier, comme hier, la mère fait du porte-à-porte. Malgré la lassitude, hors de question pour elle de s'avouer vaincue. Comment allez-vous? Ça va. Il y a les services techniques qui vont arriver avec des palettes de sable. On va essayer de monter une petite digue pour éviter que l'eau monte trop vite ici, mais malheureusement les réseaux sont saturés. Cet après-midi, des évacuations pourraient être décidées en fonction de la montée des eaux. Ensuite, 8 Palestiniens ont été tués jeudi lors d'un raid de l'armée israélienne à Jenin, dans le nord de Cisjordanie occupée, a annoncé le ministère de la Santé de l'autorité palestinienne dans un nouveau bilan. France 24. Oui, le ministère de l'autorité palestinienne, 8 morts, 14 blessés à l'heure actuelle. Et puis, selon nos sources sur place, les combats ont toujours lieu à Jenin, concentrés autour du camp de réfugiés, mais aussi dans la ville. Il y a, selon les témoins sur place, de fortes explosions et des tirs. Un peu plus tôt dans la matinée, l'armée avait fait tomber des flyers sur le camp de réfugiés avec des avions demandant aux membres des groupes armés de se rendre immédiatement. Les témoins sur place disent que l'armée tire massivement. La Croix-Rouge palestinienne a dit qu'une ambulance avait été visée, ou du moins touchée ce matin, que l'un de ses secouristes avait reçu une balle dans le dos et que désormais elle avait énormément de difficultés à accéder aux blessés sur le terrain. De son côté, l'armée israélienne confirme que ses forces opèrent à Jenin, mais sans donner plus de détails. On sait que ces raids, ils sont réguliers en Cisjordanie occupée depuis déjà 1 an et demi, notamment dans les villes de Jenin, de Naplouse ou de Tulkarem. Mais bien sûr, depuis le début de la guerre, le 7 octobre, ils se sont fortement intensifiés. Selon Israël, plus de 1000 Palestiniens affiliés au Hamas ont été arrêtés en Cisjordanie depuis le 7 octobre. Des candidats républicains à l'élection présidentielle américaine de 2024 s'affrontent mercredi lors d'un 3e débat télévisé. À nouveau, un Donald Trump qui fait bande à part et au lendemain de résultats électoraux mettant la question de l'avortement sur le devant de la scène. France 24. Un débat avec les autres candidats républicains, très peu pour lui. En Floride, Donald Trump organise un meeting à quelques kilomètres du plateau de télévision où s'affrontent ses 5 futurs rivaux pour les primaires qui seront lancés en janvier. Avec 58% des intentions de vote, il s'estime au-dessus de la mêlée et ses partisans semblent bien d'accord. Je ne regarderai jamais ces débats à moins que Donald Trump n'y participe et je ne pense pas qu'ils doivent débattre, puisqu'il est largement en tête dans les sondages et qu'il sera notre prochain président. C'est un événement public et je ne peux pas le manquer. Je ne vais pas le manquer. Face à ses supporters, Donald Trump s'en prend sans surprise à Joe Biden, qu'il espère bien affronter en novembre prochain. Comme à son habitude, il ne fait pas dans la demi-mesure. Si vous ne voulez pas laisser les communistes détruire l'Amérique, comme ils ont détruit Cuba, le Venezuela, le Nicaragua et tant d'autres pays, vous devez envoyer un message en votant pour que l'escroc Joe Biden et tous ses amis, les personnes qui dirigent réellement notre pays et tous les démocrates, quittent le pouvoir. Nous devons les chasser. Comme lors de sa première campagne, il axe son discours sur le rejet de l'immigration. Dès le premier jour, nous rétablirons l'interdiction de voyager aux ressortissants de pays en proie au terrorisme. Et nous mettrons en place un contrôle strict et idéologique pour toutes les nouvelles entrées dans notre pays. La campagne est donc bien lancée pour Donald Trump alors qu'au même moment à New York, il est jugé au civil pour fraude financière. Et ce n'est pas la seule affaire qui pèse sur lui. L'ancien président doit comparaître à partir de mars prochain devant la justice fédérale pour des tentatives présumées d'inverser le résultat de l'élection de 2020. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Au revoir.